Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, que vous êtes bien motivés, bien chaud pour cette présentation d'étape numéro 9. Le Blockhaus et le Passo Lanciano aujourd'hui au programme de cette étape numéro 9. On parlera bien entendu du profil de ce parcours, on parlera de l'histoire. Et puis on parlera également de la météo, stratégie, pronostic, enfin vidéo habituelle, mais sur une étape très compliquée et qui aura un impact sur cette première semaine de Giro et je pense sur le Giro en général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos pronostics. Voilà, ça va être. N'hésitez pas à me donner également des indications. On m'en a donné parfois sur les descentes à Potenza et ce genre de choses. Donc ça peut être toujours intéressant si vous connaissez notamment cette région d'Italie, du Blockhaus. Moi, j'ai jamais foutu les pieds en Italie, mais si vous connaissez cette région d'Italie et que vous avez des informations supplémentaires à indiquer, bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, vous pouvez également ajouter la petite cloche. Vous savez, il y a la petite cloche sur le côté, même mettre toutes les notifications, c'est encore mieux. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment du côté du cyclisme. Et puis comme ça m'aide aussi un petit peu en termes de visibilité, parce que plus vous cliquez vite sur une vidéo, plus elle va être mise en avant par YouTube et par l'algorithme YouTube. On commence tout de suite par cette étape numéro 9, qui est une pure étape de montagne. C'est vraiment dur. Dénivelé positif aujourd'hui, 5080 mètres. 5080 mètres, donc c'est énorme. Pour rappel, l'année dernière sur le Tour de France, je crois que l'étape qui avait le plus de dénivelé positif, c'était le double passage au Mont Ventoux. Ça devait être 4007 ou 4008. On n'a pas dépassé les 5000 mètres. C'est très rare en France qu'on dépasse les 5000 ces dernières années. En Italie, on arrive encore à le faire. Alors, les étapes où on dépasse les 5000 mètres, il faut savoir que les coureurs qui ne seront pas en forme, on le saura tout de suite. Dépasser 4008, 4900 mètres, on va dire même 4005. Je dirais que ça se fait à partir de 4005. Dépasser 4005 de toute manière, même si tu n'es pas en forme, sur les étapes avant, tu peux tenter de te cacher ou jouer un jeu stratégique, ça peut marchouiller. Sur une étape au-dessus de 4500 mètres, si tu n'es pas en forme, ça se voit tout de suite. Et ça se verra avant le Blockhaus, même ça se verra déjà dans le Passo Lanciano. C'est pas forcément les étapes les plus spectaculaires dans l'idée, parce que il va pas y avoir des grosses attaques très violentes, parce que sinon tu te exploses complètement pour la fin de la journée. Mais de toute manière, même le rythme des équipiers va faire mal dans le Passo Lanciano. Et 5080 mètres, si t'es pas en forme, ça se verra tout de suite. C'est-à-dire tu ne peux pas mentir. Il y a deux épreuves de vérité dans le monde du cyclisme. Vous avez les contre-la-montre. Tu peux pas mentir sur un contre-la-montre. Tu peux pas mentir sur une étape de montagne à partir de 4500, 4600 mètres. Tu ne peux pas mentir. C'est-à-dire, ceux qui seront en haut, ce seront les meilleurs. Tu peux pas vraiment faire de jeu tactique sur ces étapes-là, parce que c'est presque du cyclisme à l'ancienne en fait. Ça peut peut-être partir de loin même, si on a des coureurs, imaginons un Almeida craque au pied du Lanciano, ça peut commencer à rouler très fort au niveau du Passo Lanciano, ou un Romain Bardet craque, c'est jamais, derrière ça va enquiller. Donc c'est une étape qui va faire mal, il y a des coureurs qui vont se faire piéger, qui vont quitter le top 10. Il y aura peut-être une ou deux surprises également dans le top 10, des coureurs qu'on n'avait pas imaginé et qui seront là. Pour le maillot rose de Juan Pedro Lopez, ça me semble compliqué. Par contre, il peut toujours être dans le top 10 ce soir, Juan Pedro Lopez. Et Kamna aussi peut encore être dans le top 10. Mais Juan Pedro Lopez, en plus chez Trek, il n'y a pas vraiment un grand leader à part Ciccone. Donc ça peut être intéressant pour eux de continuer à rouler avec Juan Pedro Lopez. Et puis il y a le maillot blanc. Le maillot blanc également, le maillot de meilleur jeune, Juan Pedro Lopez, fait partie des coureurs qui ont moins de 25 ans. C'est vrai qu'on m'a demandé dans la start list pourquoi il y avait des coureurs qui avaient une étoile. Il faut savoir que je recopie la start list de Pro Cycling Stat, pour pas avoir de problème. Et sur Pro Cycling Stat, ils indiquent avec une petite étoile les coureurs en fait qui sont éligibles au classement du maillot blanc, donc des moins de 25 ans. Donc c'est pour ça que vous voyez le nom de certains coureurs avec une étoile. Ce ne sont pas les coureurs dopés, comme j'ai vu en blague dans les commentaires. Ce sont les coureurs qui ont moins de 25 ans. Et on commence tout de suite par le parcours.
Parcours de cette étape qui est longue, cette étape quand même aussi, hein, 188 km. Pour une étape de montagne, c'est long. Et puis, c'est pas simple, avec donc deux côtes de première catégorie, le Blockhaus qui sera la côte finale et le Passo Lanciano qui sera juste avant. Et puis, on aura également la montée de Roccaraso en début de journée, qui est une côte de deuxième catégorie. On part d'Isernia pour aller donc au Blockhaus. Isernia, 473 mètres. Et assez vite, en fait, on aura déjà une difficulté qui n'est pas au classement de la montagne, comme vous pouvez le voir, mais qui dure quand même 9 km 1 à 5% de moyenne. C'est une côte, le sommet se situe au bout de 20 km de course, c'est-à-dire à 168 km de l'arrivée. Ça devrait permettre à l'échappée, pourquoi pas, de sortir, même si je pense que pas mal de coureurs voudront prendre l'échappée, parce que le Blockhaus est une étape avec... c'est un peu une victoire de prestige quand même. Le Blockhaus, cette étape-là, bon, dans le palmarès, ça équivaut un peu plus qu'une petite étape de plat du Giro. Donc forcément, beaucoup de gens voudront partir en échappée, je pense. On aura donc la première côte classée au classement au classement de la montagne. Classée au classement de la montagne, c'est magnifique comme phrase. Au kilomètre 37, le sommet du côté de Roccaraso, 1236 mètres d'altitude, 7,3 km à 6,1%, côte de deuxième catégorie. Vous remarquerez également que sur cette étape, on ne monte pas très haut en altitude, hein. 1664 mètres pour le Blockhaus, le Passo Lanciano, c'est 1300 mètres. Donc l'altitude ne devrait pas avoir un impact sur cette étape. Donc Roccaraso, côte de deuxième catégorie, je vous la montre tout de suite. C'est pas très difficile, on va dire. C'est surtout que c'est très court en fait, parce que bon, ils ont mis la côte à 7 km 3. En fait, pour moi, c'est plutôt 5 km de côte. Voilà, entre le kilomètre 0 et le kilomètre 5, vous voyez notamment un passage pendant le kilomètre 3 et le kilomètre 4 à 8,6%. De moyenne, et Roccaraso, donc en haut, vous voyez les 3 derniers kilomètres qui sont beaucoup plus plats. C'est vrai qu'on ne me l'a pas posé dans les questions, dans les commentaires, mais peut-être que certains voudraient savoir déjà pourquoi je n'utilise pas Profil du Giro et pourquoi je n'utilise pas le pourcentage max. Première chose, au niveau du Giro, souvent, ils pipotent un peu les chiffres du côté du Giro. Ils ont tendance un petit peu à surévaluer les pourcentages, c'est-à-dire à dire « Ah bah là, il y a 15%, alors qu'il n'y a pas vraiment 15% dans la réalité, parce qu'ils prennent souvent à l'intérieur des virages, alors que sur le Tour de France, ça a plutôt tendance à prendre au milieu du virage le pourcentage maximum. Et ensuite, pourquoi je n'utilise jamais le pourcentage max? Parce que le pourcentage max, c'est sur 10-20 mètres. Ça ne représente pas grand-chose. Moi, je préfère le pourcentage moyen par kilomètre. Je trouve que c'est beaucoup plus représentatif d'une montée. Quand 8,6% entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, forcément, ça veut dire qu'il y a des passages à 10%. Mais ça veut dire que globalement, sur ce kilomètre-là, on a 8,6%. Et donc, c'est un kilomètre qui va être difficile. Je trouve que c'est plus représentatif, voilà, au niveau du cyclisme. C'est pour ça que je parle souvent du pourcentage max par kilomètre, qui je trouve est plus intéressant. On redescend du côté de Roccaraso, pas tout de suite, hein, on aura une dizaine de kilomètres de plat. Donc c'est toujours un peu particulier. Puis ensuite, une descente qui est en fait une longue descente, hein, qui va durer pendant 30-40 km. Donc ça ne va pas être des gros pourcentages dans cette descente. Il faudra pédaler. Donc le peloton aura l'avantage sur une échappée. Et puis on aura ensuite un passage de plaine pendant 40 km qui ne sera pas si facile que ça parce qu'on aura notamment une petite côte au kilomètre 94, donc à moins de 100 km de l'arrivée à Guardiagrele, 3 km 9 à 5,3% qui n'est pas au classement de la montagne. Et il y aura également le sprint intermédiaire, le premier, du côté de Filetto au kilomètre 100, en légère bosse, ce sprint intermédiaire à Filetto. On redescend vers Ari, puis on aura ensuite le début du Passo Lanciano. Passo Lanciano qui fait 10 km 5, 7,4%, 1308 mètres d'altitude, côte de première catégorie, sommet au kilomètre 44,5, c'est-à-dire à 44 km, un peu moins de 44, 43 km 500 de l'arrivée, et c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres du pied, non un peu plus, de 20 km à 30 km du pied du Blockhaus. Ce Passo Lanciano tout de suite en image. Hop là, Passo Lanciano. Vous voyez, c'est le pied
qui est très difficile. La première partie de boss est un peu plus difficile que la deuxième, même si c'est très régulier quand même le Passo Lanciano. Vous voyez le pied, 9%, 9,4% sur les 2 premiers kilomètres, puis ensuite 6,5, 5,9 sur les 2 kilomètres d'après, et ensuite on retrouve 7, 8% de manière assez régulière sur la suite de la montée. Donc le pied est dur, et ensuite c'est un petit peu plus facile. Le pied pourrait permettre à l'échappée de recomposer le groupe. Si on part avec un groupe de 20-25 coureurs, ce qui est plausible, et bien là, au pied du Passo Lanciano, on peut recomposer le groupe avec 6-7 coureurs qui seraient les plus forts de l'échappée. Du côté du peloton, c'est quand même encore un peu loin de l'arrivée, mais peut-être qu'un leader qui n'a pas les bonnes jambes aura du mal. Au Passo Lanciano, c'est pas facile aussi d'inverser les rapports, hein, parfois entre 40 km de descente, enfin 30 km de descente, 40 km de plat à peu près, donc 70 km où on n'a pas fait grand-chose. Et là, il faut remettre les jambes en route, c'est parfois un petit peu plus compliqué le Passo Lanciano. On est passé au Passo Lanciano en 2006, victoire d'Ivan Basso lors de l'étape 7. Et on est également passé dans cette montée en 2020 lors de Nuit Alpes 9. On n'arrivait pas au Passo Lanciano, mais c'est la fameuse étape où Geoghenaert reprend du temps au général. Et on commence à se dire, ah bah Geoghenaert, il va peut-être pouvoir remplacer Geraint Thomas comme leader du général du côté d'Ineos lors de ce Tour 2020. On enchaîne ensuite, après le Passo Lanciano, et ben on descend, hein, grosse descente rapide jusqu'à l'Etomano Pelo, ça va être très rapide, donc vraiment une descente avec peu de virages qui va très vite. Et puis ensuite, on attaque les contreforts du Blockhaus avec notamment ce sprint intermédiaire qui sera au pied du Blockhaus à Rocamadour. Et on aura 6 km, 7 km en montée, là, entre le kilomètre 162 et le kilomètre 168, 169. Pardon, c'est en montée, c'est en prise, donc ça compte aussi dans cette étape difficile. Et puis ensuite le Blockhaus. 13 km 700 à 8,5% côte de première catégorie, 1664 mètres de montée le Blockhaus. Hop là, je vous le montre tout de suite à l'image. Blockhaus, premièrement, c'est légèrement irrégulier. Premièrement, c'est l'enfer. Deuxièmement, voilà, c'est l'enfer parce que en termes de kilométrage, c'est un peu plus long que l'Alpe d'Huez. Comme terme, voilà. Sauf que les pourcentages n'ont rien à voir. C'est des pourcentages beaucoup plus importants et qui vont faire très mal. Alors, je dirais que les 3 premiers kilomètres sont presque faciles quand on sait ce qui va se passer après. Avec donc l'un pied de colle à 9%, puis ensuite 6 et 5,3% sur les 2 km d'après. Et puis ensuite, à partir du kilomètre 3 jusqu'au kilomètre 11-12, c'est l'enfer. C'est-à-dire que le pourcentage le plus faible au kilomètre sera 9%, le pourcentage le plus élevé 10,7%. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Ça ne redescend jamais. Vous êtes tout le temps en prise, vous ne voyez pas le bout au Blockhaus, vous ne voyez absolument pas le bout. Et on fera des écarts au Blockhaus. Forcément, il y aura des écarts. Naturellement, des écarts vont se faire. Et puis, les 3 derniers kilomètres, 3-4 derniers kilomètres sont un peu plus faciles, hein, à partir du kilomètre 11, ça reste quand même 8,1%, 7% et 3,8% dans le dernier kilomètre. Donc, c'est quand même extrêmement difficile le Blockhaus. C'est une montée qui est peut-être un peu sous-estimée en Italie parce qu'on n'y passe pas très souvent. Surtout ces dernières années, c'était une montée assez importante dans les années 70-80. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que le Blockhaus est beaucoup moins utilisé. On utilise d'autres montées en Italie. Ça va être le collet de la Finistrée qui est également très difficile. Mais il ne faudrait pas négliger la difficulté du Blockhaus sur le Giro. L'importance que peut avoir le Blockhaus sur un parcours de Giro. Et puis surtout, ça fait du bien de retrouver le Blockhaus, d'avoir un petit peu de variété au niveau du parcours. C'est vrai qu'on en parlait du côté de l'étape de l'Etna. L'Etna, ça fait 7 ou 8 fois sur les 10 dernières années qu'on va du côté de l'Etna. C'est un peu pareil du côté de la planche des Belles-Filles sur le Tour de France. C'est bien d'avoir un peu de variété sur les parcours, hein, de ne pas passer toujours aux mêmes endroits, parce qu'au bout d'un moment, on se lasse, et quand on se lasse, on s'ennuie après. Puis ensuite, la course devient un peu trop stéréotypée. Et puis donc, en haut du Blockhaus, on aura un virage à 200 mètres pour finir avec une pente à 8%. Donc le final est également en pente avec 8% sur les 200 derniers mètres en cas de sprint entre 2 ou 3 coureurs pour le final de cette étape. On passe à l'histoire du Giro. Alors tiens, oui, pour revenir, on va parler à l'histoire du Giro. Le Blockhaus, c'est la 8e arrivée, je crois, en haut du Blockhaus. Alors moi, j'ai pas 8 arrivées,
j'ai 7 arrivées en haut du blockhouse parce qu'il y a une étape qui n'a pas dû arriver en haut du blockhouse. Peut-être. Pourtant, si. Ah oui, non, l'étape 4B qui partait du blockhouse mais qui n'arrivait pas au blockhouse. Donc 8 fois on est passé par le blockhouse pour 7 arrivées. Parmi les vainqueurs en haut du blockhouse, le premier c'était Eddy Merckx en 67 sur l'étape numéro 12 de ce Giro. On a eu ensuite Franco Baudrero en 68, donc l'année d'après sur l'étape numéro 21. José Manuel Fuente lors d'un contre-la-montre en 72 de 48 km qui est arrivé en haut du blockhouse et en sachant que c'était l'étape 4A, c'est l'époque où alors, les moins de 30 ans n'ont pas connu, moins de 40 même presque, les étapes où on avait une étape le matin, donc par exemple contre-la-montre, ça c'était la 4A, et on avait l'étape l'après-midi, la 4B. Donc ça faisait des journées à rallonge. Souvent c'était ça, les contre-la-montre avaient lieu le matin et les étapes en ligne l'après-midi. C'était à l'époque où les grands tours voulaient gagner le maximum d'argent, notamment le Tour de France, et voulaient maximiser le nombre de villes-étapes. Et puis il y a eu la grève des coureurs dans les années 80 menée par Bernard Hinault et on a un peu arrêté de faire ça, surtout que certaines villes-étapes n'étaient pas très contentes d'être le matin parce que le matin tu avais moins de visibilité que l'après-midi à l'époque où le Tour de France n'était pas autant diffusé qu'aujourd'hui, les étapes n'étaient pas diffusées en intégralité et on diffusait vraiment le final des étapes et on ne pouvait pas casser l'antenne comme on peut le faire aujourd'hui pour le sport. Parmi les autres vainqueurs, on a donc Moreno argentin en 84 sur l'étape numéro 5. On a Franco Pellizotti en 2017, en 2009 sur l'étape 17, je vais y arriver. Et puis en 2017, Nairo Quintana sur l'étape 9. On va revenir sur l'étape de Nairo Quintana en 2017. À l'époque, il n'y avait que le blockhouse. L'étape faisait 149 km et c'était déjà l'étape numéro 9. Je sais, c'est la troisième fois qu'on parle du Giro 2017, mais on n'en parlera plus jusqu'à la fin de ce Giro. C'est juste pour prévenir. Échappée qui va se faire en 2 temps. Premier groupe avec Alexis Tsatsevic de Gazprom, Mats Pedersen de la Trek, avant qu'il soit champion du monde. Donc à l'époque, c'était peut-être même sa première année chez les professionnels à Pedersen. Marco Marcato, qui lui n'était pas dans sa première année chez les professionnels, mais plutôt dans les dernières chez UAE. Omar Fraile de D-Motion Data, Jan Traknik de la CCC, Matteo Montaguti d'AG2R, Luis Leon Sanchez d'Astana, Matteo Buzzato de Vidier Triestina et Ilio Kaish du côté de la Quick Step. Ces coureurs où il n'y a pas vraiment de grands grimpeurs, peut-être à part Traknik ou Omar Fraile, mais on a plus des baroudeurs que des grands grimpeurs, vont être rejoints par 3 coureurs. Et 3 coureurs dont 2 quand même très bons grimpeurs. Ils seront rejoints par Sacha Modolo du AE, pas le meilleur grimpeur des 3, Tomasz Marcinski de la Lotto, le Polonais, qui est pas un mauvais grimpeur, et puis Pierre Rolland de la Cannondale, bien entendu, attaque de Pierre Rolland, qui est assez connu. L'écart maximum est de 10 minutes 22 pour ces hommes de tête, mais pour le peloton, il y a un problème dans ce groupe-là, c'est Pierre Rolland, qui est trop bon grimpeur et qui peut être dangereux pour le général. Donc l'écart va diminuer fortement. Et on sera à 89 km de l'arrivée, à 2 minutes 30 d'avance. C'est donc très faible pour une étape comme le blockhouse. Et l'écart se stabilise pendant une 50aine de kilomètres. Mais ensuite, la Movistar décide de rouler au pied du blockhouse pour Nairo Quintana. Le peloton revient à 30 secondes. Marcinski, Tratnik et Rolland sortent du groupe de tête. Mais à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, ils sont repris. On ne laisse aucune chance à cette échappée ce jour-là. Le peloton est compact, mais à 13 km de l'arrivée, au pied du blockhouse, une énorme chute se produit. Nous avons la majorité de l'équipe Sky, dont les 2 leaders, Mikel Landa et Geraint Thomas à terre, plus Kelderman, également le coureur néerlandais. Que s'est-il passé? Une moto s'est mise sur le bas-côté de la route, mais juste devant le peloton n'a pas pu réagir. Et donc, ça fait un crash monumental dans ce peloton. Les problèmes d'organisation de l'organisateur du Giro sont assez connus. Et à l'époque, c'était régulier ce type de problème. Ça avait fait une polémique monstrueuse envers l'organisateur. Grosse surprise, Adam Yates explose
quasiment dès le départ du blockhouse, alors qu'à ce moment-là, il était plutôt bien dans la course. On arrive dans les pentes les plus difficiles et la sélection se fait par l'arrière. On va perdre Zakharine, Formolo, Van Garderen. Et à 6 km 8, Quintana décide de sortir dans des pentes encore extrêmement compliquées. Nibali et Pinot tentent de le suivre. L'Italien va exploser complètement, le requin de Messine. Et Pinot reste bloqué à une vingtaine de secondes de Quintana qui arrive à remettre du rythme, ce qui a un peu plus de mal à faire Pinot et ce qui fait que l'écart reste à 20 secondes. Le requin de Messine va même être repris, puis un dos de Hollandais qu'on a déjà vu sur ce Giro 2022 avec Mollema et Dumoulin qui vont reprendre Nibali. Et Dumoulin qui va même réussir à revenir sur Thibaut Pinot à 2 km de l'arrivée. Quintana s'impose, il reprend le maillot rose à Bob Jungels qui lui aussi a passé une mauvaise journée. Derrière, on retrouve, hop là, Thibaut Pinot qui finit donc à 24 secondes. Et puis, il devance Tom Dumoulin. Mollema est à 41 secondes. Nibali qui a complètement explosé à 1 minute. Pozzo Vivo à 1,18. Et puis Tanel Kangert, un petit peu la surprise du jour à 2,02 devant Zakharine, Reichenbach et Formolo. Les grands perdants du jour, bien entendu, ce sont les coureurs de la Sky avec Geraint Thomas qui perd 5 minutes et Landa qui en perd 27 ce jour-là à cause de cette chute. Et au général, Quintana prend le maillot rose avec 28 secondes d'avance sur Pinot, 30 sur Dumoulin, 51 sur Mollema et 1,10 sur Nibali. Pozzo Vivo à 1,28 et Zakharine 7ème déjà à 2,28. Kreuzweig clôture ce top 10 à 2,53. Il est derrière Amador et Formolo, le premier français du général. Et Hubert Dupont qui est 29e à 13,54 à ce moment-là. Et vous saurez qu'à la fin, c'est Tom Dumoulin qui remportera ce Giro 2017 et Thibaut Pinot finira 4e. Il sortira du podium lors du dernier contre-la-montre du côté de Milan, entre, je crois, Monza et Milan, lors de ce dernier contre-la-montre. On passe à la météo, du côté de la météo soleil en pleine, entre 22 et 26 degrés, parfois quelques nuages, le vent de dos sur la première partie de course, entre 15 et 35 km/h, des fois il sera sud-ouest, des fois il sera sud-est, mais il sera majoritairement de dos. Par contre, au niveau du pied du Passo Lanciano, donc du côté de Filetto, parce que j'ai pas pu regarder toutes les villes du parcours, et bien là il sera de face, et toujours avec la même vitesse entre 15 et 35 km/h en rafale. Par contre, dans le Passo Lanciano, le vent sera de dos, entre 15 et 30 km/h, un peu plus faible dans le Passo Lanciano. Il fera entre 25 et 28 degrés en haut du Passo Lanciano, ce qui est quand même assez élevé comme température selon la chaîne météo. Encore une fois, à chaque fois je me base sur la chaîne météo, sauf pour le blockhouse, car sur la chaîne météo je n'ai jamais réussi à trouver le blockhouse dans la barre de recherche. Il me met un blockhouse mais du côté de l'Allemagne, donc j'ai jamais réussi à trouver le blockhouse italien. Donc là j'ai dû me baser sur la météo de Google et on m'indique 16 degrés en haut du blockhouse et pas de vent dans cette montée finale. Du côté de la stratégie, moi je vois une grosse échappée sortir, 15-20 coureurs, je pense, une échappée qui met peut-être 20-25 km à sortir avec pas mal d'attaques, vu qu'on sait que l'échappée peut aller au bout, et qui part dans le deuxième catégorie. Et soit l'échappée se bat pour la victoire, soit l'échappée est contrôlée pendant toute la journée par le peloton, car c'est une victoire de prestige, et bagarre entre les leaders. Je choisis quand même plutôt la deuxième option dans mes pronostics, où j'ai décidé de mettre Romain Bardet, bien entendu, en forme, les bonnes jambes, du pourcentage, ça lui convient bien. Carapace, colombien, donc forcément le pourcentage, ça lui convient bien aussi. Malgré le fait qu'on ne soit pas très haut en altitude, il peut vraiment s'en sortir. J'ai mis Mikel Landa, pourquoi pas, avec un Bilbao qui aurait du mal, un Landa qui est pour le moment plutôt performant, notamment j'ai bien aimé son contre-la-montre. Et puis la grosse cote, si c'est une échappée qui va au bout, j'ai mis Eduardo Sepulveda de Androni Giocattoli, vainqueur d'une étape sur le Tour de Turquie cette année. Et Sepulveda, bon, si l'échappée a pas de grand leader, elle sera peut-être pas trop marquée, Sepulveda. Pourquoi pas du côté d'Androni une victoire de prestige? J'y crois quand même moyennement. Eh bien, n'hésitez pas
à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Débrief de cette étape, donc ce soir, 21h. Présentation de l'étape numéro 10, mardi matin, vu que je rappelle que demain, il y aura une journée de repos. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!